Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sylvie Rochard du Greffe Bretagne. Bienvenue à cette troisième webconférence des rendez-vous du Pacte. Nous mettons en place des conférences sur l'innovation en formation à la demande de la région Bretagne et dans le cadre du Pacte régional d'investissement dans les compétences. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'AFEST pour les demandeurs d'emploi, un pari gagnant. Je suis donc Sylvie Rochard et je vais animer cette conférence avec ma collègue Tiffaine Giglet-Tenay. Donc, l'AFEST, sujet d'aujourd'hui, c'est une action de formation en situation de travail. Elle est inscrite comme l'une des modalités de formation dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, donc loi de 2018. Ce dispositif rencontre un succès indéniable auprès des entreprises, mais on se pose la question aujourd'hui de savoir s'il est adapté à tout type de stagiaires et notamment à la formation des demandeurs d'emploi. En tout cas, c'est la question que s'est posée la région Bretagne qui a décidé de participer à une réflexion nationale et contribuer ainsi à l'élaboration du cadre de référence des actions de formation en situation de travail pour les demandeurs d'emploi. La région a effectivement donc financé des expérimentations d'AFEST dans le cadre des actions territoriales. Plusieurs démarches ont pu être accompagnées sur le territoire breton. C'est également la question que nous nous poserons aujourd'hui, donc en 3 temps. Premier temps, qu'est-ce que l'AFEST? En quoi c'est un dispositif innovant? Quelles sont les conditions de réussite pour que cela marche? Deuxième temps, est-ce que l'AFEST est adapté aux demandeurs d'emploi? Voilà, comment est-ce qu'il faut la mobiliser? Est-ce qu'il y a un profil ou des prérequis pour les stagiaires? Et puis, troisième temps, nous aurons la chance de recevoir une entreprise et un organisme de formation qui viendront nous parler de leur expérience d'AFEST. Il s'agira de Madame Ludivine Bourric, qui est responsable des ressources humaines du groupe Colibri, qui va nous rejoindre. Et puis de Madame Stéphanie Fradet, qui est déjà présente, donc qui est responsable des formations innovantes à l'IBEP Formation. Nous serons également accompagnés tout au long de ce webinaire par Sandra Anlard. Sandra, vous êtes chercheur associée à Nanterre en sciences de l'éducation. Vous êtes aujourd'hui consultante dédiée aux évolutions des modèles et processus pédagogiques dans le monde du travail. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur les questions de pédagogie, management, RH et prospective. Du coup, Tiffaine, je ne sais pas si tu peux éventuellement montrer le cadre de référence, parce que vous êtes également, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, experte sur l'AFEST et donc rapporteur pour le Haut Commissariat aux compétences et à l'inclusion par l'emploi du cadre de référence qui s'intitule, comme vous le voyez, les actions de formation en situation de travail pour les demandeurs d'emploi. Bonjour Sandra. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vous le disais, nous avons souhaité donc prendre le pouls des participants par rapport aux démarches d'AFEST et pouvoir leur poser 3 questions sur Klaxoon. Donc, j'espère que vous avez tous réussi à vous connecter sur Klaxoon parce que c'est le moment. Donc, je vois que vous êtes déjà 106 participants à nous avoir rejoints. Merci pour votre fidélité. Alors, je vais demander peut-être à Tiffaine de lancer la première activité. Donc, je vais peut-être juste lire la question si les personnes ont déjà l'activité qui est lancée. Donc, la première question, où en êtes-vous par rapport à l'AFEST? Voilà, ça fait partie en fait des raisons pour lesquelles vous participez peut-être à ce webinaire. Donc, est-ce que vous avez déjà accompagné des démarches? Est-ce que vous envisagez d'accompagner des démarches ou est-ce que vous venez pour vous informer sur l'AFEST, ce que c'est, en quoi ça consiste? Alors, Tiffaine, du coup, je te laisse regarder si les participants ont eu le temps de répondre à la question. Je laisse quelques petites secondes encore. Il y a une 50aine de réponses. Non, voilà. Le résultat du sondage. Alors, essentiellement, des personnes viennent s'informer. Donc ça, c'est une première information, mais ça suscite plus que de l'information. 40% envisagent quand même d'accompagner des démarches d'AFEST. Donc on a un petit peu plus d'éléments par rapport à ça.
deuxième question qu'on a souhaité vous poser pour savoir où vous en êtes avec la FEST. Alors, je vais vous donner les consignes avant de poser la question. Donc, parce qu'effectivement, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de bonnes raisons par rapport au sondage qu'on fait. Donc, chacun choisit les 3 meilleures raisons. Donc, pour quelles raisons mettre en place des démarches d'AFEST selon vous? Et donc, effectivement, c'est un questionnaire à choix multiples. Donc, vous avez la possibilité de répondre avec en cochant plusieurs choix. Mais donc, on vous demande les 3 meilleures raisons. Alors, est-ce que c'est pour proposer une formation sur mesure, pour rendre les stagiaires plus rapidement opérationnels, parce qu'il s'agit d'acquérir des compétences bien ciblées, parce que l'entreprise a peu de temps pour former ses salariés, pour valoriser les compétences internes, parce que c'est moins cher qu'une formation classique, parce que ça se passe dans l'entreprise avec des collaborateurs de l'entreprise. Alors, on vous laisse quelques petites secondes de réflexion. Alors, parce qu'il s'agit d'acquérir des compétences bien ciblées, ça revient quand même à 84%. Ensuite, on reste dans des moyennes pour proposer une formation sur mesure, pour rendre les stagiaires plus rapidement opérationnels ou pour aussi valoriser les compétences internes. Mais c'est vrai que ce qui apparaît clairement, c'est parce qu'il s'agit d'acquérir des compétences bien ciblées. On voit que les participants sont déjà un petit peu informés par rapport à la FEST. Oui. Et dernier sondage, donc on vous propose donc un nuage de mots. Donc la question qu'on voulait vous poser par rapport donc à cette dernière activité, c'était quels sont les freins d'après vous à la mise en place de telles démarches? Alors là, peut-être qu'on va demander effectivement à Tiffaine de nous partager l'écran pour qu'on puisse voir en même temps. Ah, il y a des mots intéressants qui apparaissent au fur et à mesure. C'est un petit peu de temps. Donc, je pense qu'il y a une personne qui a dû vouloir mettre trouver un tuteur parce qu'on voit qu'il y a trouvé d'un côté et tuteur de l'autre. Oui. Alors, comme je dis, je laisse un petit peu de temps et le mot temps me paraît intéressant pour dans le cadre de la FEST. Bon, on peut peut-être s'arrêter là, Tiffaine. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais essayer aussi par liste. La notion de méconnaissance, le frein qui concerne la méconnaissance du dispositif. Alors, trouver de bons tuteurs, méconnaissance qui revient, la complexité, l'ingénierie. Donc, on va essayer de revenir sur ces freins tout au long de l'intervention de nos conférenciers. Compréhension de l'intérêt. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie donc à tous d'avoir participé. Vous allez maintenant pouvoir poser vos smartphones et mettre Klaxoon de côté. En tout cas, ça nous donne déjà à nous voilà, une image et puis une représentation aussi de la manière dont vous percevez la FEST. Je vais maintenant me tourner vers Sandra. Bon, je pense qu'elle aura effectivement à l'esprit, nous, on va pas nous maintenant commenter les mots ou le sondage, mais je pense que voilà, dans son déroulé, Sandra pourra peut-être y faire référence et rebondir lors de nos échanges. Donc, Sandra, je vais vous demander d'allumer votre micro. Donc, je rappelle que vous êtes l'auteur du rapport donc, sur la FEST pour les demandeurs d'emploi. Peut-être avant d'aborder la question des demandeurs d'emploi, voilà, il était vraiment primordial et intéressant que vous puissiez d'abord nous parler de la FEST de manière générale et que vous puissiez nous présenter qu'est-ce que la FEST et notamment en quoi la FEST est un peu différent d'une période d'immersion ou d'une période en entreprise. Bien, bonjour à tous et merci beaucoup de l'invitation. Je suis toujours ravie quand je peux parler de la FEST, donc je suis vraiment heureuse d'être avec vous et j'espère qu'on pourra pas mal aussi interagir. Effectivement, je crois qu'il y a un premier point à poser, c'est la définition même de la FEST pour bien ensuite être capable de comprendre en quoi c'est pas quelque chose qu'on connaît déjà
avec d'autres pratiques. Alors, d'abord, la FEST, c'est une modalité pédagogique, ni plus ni moins. Ce n'est pas une révolution, ce n'est pas un truc incroyable où on change tout dans la formation. C'est une modalité pédagogique qui a vraiment pour objet d'abord d'être individualisée et d'accompagner un apprenant dans une situation de travail réelle pour développer une ou quelques compétences ciblées. Donc, c'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas à former en général, on cherche à développer une ou quelques compétences d'une personne précise dans un contexte précis et en ayant vraiment identifié la compétence sur laquelle on veut travailler. Pour ce faire, l'apprenant va être observé et accompagné, je reviendrai sur les modalités d'accompagnement, en tout cas va être accompagné par ce qu'on appelle dans la loi un tuteur. Hélas, je le regrette beaucoup parce que je trouve que ça donne pas mal de confusion de l'avoir appelé tuteur. Moi, j'utilise beaucoup le terme d'accompagnement pédagogique, donc d'accompagnateur pédagogique. Dans certaines entreprises, on parle de coach pédagogique. Voilà, donc il y a toute une manière de nommer cette personne qui est là essentiellement pour faire en sorte que cet apprenant, mis en situation de travail réelle, développe cette compétence. Il n'est pas là pour montrer, expliquer, corriger, dire c'est bien, c'est pas bien, regarde-moi, fais comme moi. C'est pas ça son rôle. Son rôle, c'est vraiment de faire en sorte que l'apprenant apprenne, c'est-à-dire s'approprie la nouvelle façon de faire, la nouvelle façon de s'y prendre, la nouvelle manière de travailler qui lui permet de le faire de manière plus compétente. Donc, c'est vraiment ça le cœur, j'ai envie de dire, de la FEST, qui est une modalité souvent complémentaire. Hein, ce n'est pas parce qu'on fait de la FEST qu'on s'arrête de tout faire. Moi, j'ai des tas d'exemples où on fait de la FEST après avoir fait des formations relativement classiques ou après des e-learning. Voilà, donc on peut aussi faire de la FEST, uniquement de la FEST, mais c'est surtout finalement la raison pour laquelle on a développé cette modalité. C'est vraiment la recherche d'une efficacité pédagogique au plus près de la situation de travail. C'est vraiment d'essayer de répondre à cette question du transfert en situation de travail. Moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur ce sujet de la FEST et que je mène des expérimentations plutôt dans des grandes entreprises. Et vraiment, la réponse à laquelle on a voulu répondre, c'est bien de former des gens, c'est formidable, mais on n'est jamais complètement sûr qu'il y aura un transfert dans la situation réelle. Et si on se rapprochait de la situation réelle, est-ce que par hasard, on ne pourrait pas améliorer cette question du transfert, de l'utilisation de cette nouvelle compétence en situation réelle? Voilà, ça c'est vraiment le cœur de la FEST. Alors après ça, il y a des tas de conditions pour que ça marche et pour qu'on le fasse bien. Hein. Donc c'est peut-être là-dessus qu'on va pouvoir avancer. Eh bien, allons-y Sandra. Donc, vous me facilitez la tâche là. Alors, effectivement, quelles sont les conditions de réussite? Quels sont les critères à avoir bien en tête pour que la FEST fonctionne? Alors, donc vous avez bien compris que c'est une modalité pédagogique. Ça veut dire que ce qu'on a cherché quand on a construit cette modalité, c'est de faire quelque chose qui soit le plus efficace possible pédagogiquement. Donc, le but qu'on a, c'est que les gens apprennent mieux, plus vite et durablement. Hein, c'est-à-dire que ce ne soit pas un coup, une fois, bon, j'ai compris un truc, je ne vais pas comme avant, mais si un mois plus tard, j'ai tout oublié et c'est fini. Donc, c'est bien plus rapidement, plus profondément et plus durablement. Donc, les conditions de réussite, elles vont s'organiser beaucoup autour de ça. La première condition, c'est que l'apprenant soit volontaire. Donc, c'est pas, enfin, je reviendrai sur ces conditions, mais ce n'est pas toujours évident, hein, cette condition du volontariat, qui est une condition qui existe dans toutes les formations. Si on n'avait que des apprenants volontaires dans toutes les formations, on aurait déjà beaucoup progressé. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc, voilà, être sûr que l'apprenant, effectivement, a envie de développer telle compétence et que ça a du sens pour lui, dans son histoire professionnelle, à ce moment-là, dans cette entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, dans la FEST, on va essayer de cibler une compétence. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est ressorti du sondage Klaxon. Vous avez dit et vous avez insisté sur le fait que c'est une compétence ciblée. Ben, vous avez tout à fait raison. Effectivement, une des particularités de la FEST, c'est qu'on ne forme pas à l'ensemble d'un métier, on ne forme pas à 3000 trucs. On va dire, ben voilà, on va commencer par travailler sur cette compétence
liées à cette activité qui peut être relativement restreinte. Et c'est vraiment ça sur lequel on va se focaliser. Et donc, ça veut dire que dans les conditions de réussite, il faut que l'apprenant, effectivement, il constate ou il souhaite développer cette compétence. Il constate qu'il n'est pas complètement au rendez-vous là-dessus et il souhaite développer cette compétence en particulier. Et cette compétence, il va falloir la nommer. Il va falloir se mettre d'accord sur ce qu'on dit derrière ces mots. Bon, vous me voyez venir, là, ça va renvoyer à des tas de questions, de référentiels, de qu'est-ce qu'on a pour nommer les compétences, est-ce qu'on est tous d'accord par rapport à ce qu'on met derrière les mots, etc., etc. Donc, il y a des aspects méthodaux qui vont évidemment venir faire que ça va bien se passer ou pas. Troisième idée, on va partir d'une évaluation avant la FEST et on finira avec une évaluation après la FEST. L'évaluation de départ, elle est double. Elle est faite par le hiérarchique, dont c'est le boulot d'évaluer son collaborateur, et elle est faite aussi par l'apprenant lui-même. Donc, il y a donc une double évaluation, une évaluation hiérarchique et une auto-évaluation. Dans 95-98% des cas, on trouve la même chose. C'est-à-dire l'auto-évaluation et l'évaluation sont souvent vraiment en ligne et très cohérentes. Mais il y a des cas où ce n'est pas le cas. Il y a une distorsion entre ce que dit le hiérarchique et ce que dit l'apprenant. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de démarrer, ça ne sert à rien de faire de la FEST. Il vaut mieux d'abord se mettre d'accord sur pourquoi il y a ce décalage, pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord sur l'évaluation qu'on propose au départ. Parce que vous voyez bien que si la FEST, ça suppose de développer une compétence, si on n'est pas d'accord sur le point de départ, on ne sera non plus jamais d'accord sur le point d'arrivée. Donc, on a besoin de prendre ce temps, et ce temps, il sera souvent médiatisé par l'accompagnateur pédagogique qui, justement, va essayer de comprendre pourquoi il peut y avoir une différence. Vous voyez que déjà, ces conditions, apprenant volontaire, ciblage sur une compétence et auto-évaluation, évaluation faite, y compris par l'apprenant, on a déjà fait la moitié de la route. Pourquoi? Parce que finalement, on a déjà engagé l'apprenant. Ce n'est pas quelqu'un à qui on dit je te dis qu'il faut que tu apprennes tel truc. Il est déjà complètement partie prenante. Et bon, vous le savez bien si vous êtes tous dans le monde de la formation, quand on a cet engagement en amont, on a déjà largement gagné la partie parce que, je ne dis pas que ça suffit, mais c'est déjà beaucoup. On va pouvoir déjà s'appuyer là-dessus. Alors, ensuite, il y a un élément clé, évidemment, c'est cette idée de situation réelle. Et là aussi, dans la loi, vous savez qu'il est écrit que c'est une situation réelle ou aménagée dans certains cas parce qu'après une analyse de l'activité, etc., etc. Moi, là-dessus, je trouve qu'il faut discuter. Évidemment qu'il n'est pas question de faire de la FEST s'il y a un risque, que ce soit pour l'apprenant, pour les clients, pour les collègues, pour l'entreprise en général. Bien sûr que dans ce cas-là, il n'est pas question de faire de la FEST et il faut effectivement aménager. Mais attention à ne pas tellement aménager ou tellement souvent aménager qu'on n'est plus en situation réelle. La puissance de la FEST, et c'est pour ça qu'on parle réellement de compétences, c'est qu'on est en contexte réel. C'est-à-dire qu'on est bien dans la vraie vie, avec tout ce qui arrive dans la vraie vie du travail, avec des aléas, avec des choses imprévues, avec le fait que ce coup-ci il pleut, et puis tiens là, il y a le client qui passe alors qu'il n'était pas censé passer, et puis tiens, il y a 3 collègues qui sont absents parce que je ne sais pas quoi, et puis il y a la vraie vie. Et vraiment, cette réflexion sur les compétences, elle naît aussi de cette idée que la compétence, elle est contextualisée. La compétence, elle se passe en situation réelle et que c'est bien parce qu'on n'est non pas dans un endroit complètement où on reproduit le réel, mais alors c'est tout parfait, c'est tout lisse, c'est tout formidable. On est bien dans la vraie situation de travail. Et donc, si on arrive à développer des compétences dans cette situation réelle, on a effectivement gagné énormément par rapport à la question du transfert. Donc, c'est pour moi très important d'être au plus près possible de la situation réelle. Et si on n'a pas besoin d'aménager, super, n'aménageons pas et prenons la vraie vie comme elle vient. Et puis, on verra, Sandra, avec le retour d'expérience par la suite, effectivement, on verra que le fait d'être dans la vraie vie, ça implique et ça induit des choses aussi voilà, par rapport à la FEST, par rapport à la possibilité de mettre en œuvre de manière très rigoureuse tous les principes, etc. Donc, effectivement. Tout à fait. Mais là, je suis vraiment sur des principes de la FEST. Après ça, bon. Alors, il y a encore 2 conditions qui sont, pour moi, peut-être le cœur du cœur de l'affaire et qui distinguent la FEST de beaucoup d'autres modalités. C'est la distinction entre un rôle hiérarchique, un rôle, j'ai envie de dire, d'évaluation et un rôle d'accompagnement pédagogique.
Cet accompagnateur pédagogique, je vous l'ai dit, il est là uniquement pour aider l'apprenant à apprendre. Il est vraiment dans ce rôle pédagogique. Et donc, il n'est pas là pour le juger. Il n'est pas là pour lui dire c'est pas bien, ou c'est bien d'ailleurs, peu importe. Il n'est pas là pour lui mettre une bonne note ou le corriger, etc. Il est vraiment là pour essayer de l'amener à prendre conscience du fait qu'il ne fait pas tout à fait comme il faisait avant et que quand il fait comme ça, bah, tiens, ça se passe mieux, ou voilà ce qui se passe, ou voilà ce qui arrive, etc., etc. Donc, il est vraiment dans un rôle pédagogique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut absolument former les accompagnateurs pédagogiques. On ne s'improvise pas accompagnateur pédagogique du jour au lendemain. Mais cette distinction entre un rôle d'évaluation et un rôle d'accompagnement pédagogique, vous le verrez, ça pose aussi pas mal de problèmes dans la mise en œuvre de la FEST. Et enfin, la dernière condition, qui est alors le cœur, technique au sens méthodo-pédagogique, c'est ce couple observation-débrief, observation-entretien de réflexivité. Le cœur du cœur de l'affaire, c'est que effectivement, on va demander à un apprenant qu'on vient d'observer en situation réelle de raconter ce qu'il vient de faire et d'essayer de prendre conscience de comment il faisait et comment il aurait pu faire autrement et ce qui s'est passé dans sa tête quand il a fait comme ça et pas comme ci et pourquoi, et de son point de vue à lui, s'y est pris de telle manière. Donc là, on est vraiment dans un exercice de réflexivité, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler le débrief, on est très proche de tout ce qui est autour de l'entretien d'explicitation. Enfin, il y a des tas de manières de dire ça, mais vous voyez bien que le cœur, c'est d'essayer de favoriser l'apprentissage, donc l'appropriation par l'apprenant de ce qu'il fait différemment, de le favoriser par de la réflexivité, c'est-à-dire par de la prise de conscience, de la métacognition, enfin bon, quels que soient les termes, on peut mettre des tas de termes techniques, mais on peut aussi tout simplement utiliser l'idée de prise de conscience que tiens, là, je n'ai pas fait comme avant, et que du coup, bah, ça se passe mieux, ou ça se passe comme ci, ou ça se passe comme ça. Voilà. Ça, c'est vraiment méthodologiquement extrêmement important d'avoir ça en tête, et c'est vraiment une modalité particulière. Alors, du coup, pour un petit peu résumer vos propos, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble donc la diaporama qu'on va pouvoir vous partager, de manière à effectivement avoir en tête les grandes caractéristiques donc qui font que la FEST marche. Donc, effectivement, on a parlé de volontariat, ciblage sur les compétences, auto-évaluation et évaluation en amont, en aval, la mise en situation réelle, l'accompagnateur pédagogique qui n'est pas l'évaluateur, et puis les entretiens, effectivement, l'observation plus les entretiens de réflexivité. Petit détail tout bête, hein, mais c'est bien auto-évaluation et évaluation en amont, et en aval, c'est uniquement l'évaluation du hiérarchique. D'accord. Merci beaucoup, Sandra, pour ce premier panorama. Donc, on a une première question sur le tuteur. On demande si le tuteur n'a pas le rôle d'évaluateur, qui l'a? Alors, Sandra, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on puisse avoir à l'esprit, pour essayer de respecter un peu le timing, qu'on puisse avoir effectivement ces questions peut-être à l'esprit. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Tiffaine? Une autre question, quelqu'un qui vraiment est dans la volonté de mettre en place très rapidement une AFEST et qui demande quelles sont les étapes, quels sont les contacts à actionner. Voilà, quelles étapes et quel contact? Quel contact pour se renseigner? Aussi, alors important, reviennent aussi des questions sur le temps, sur la durée de la FEST, voilà, le temps. Oui, d'accord, très bien. Ok, alors moi juste en complément, donc sur le répondeur du greffe, on avait une question par rapport au formateur. Est-ce qu'il faut un formateur externe à l'entreprise, ou en tout cas quelle est la plus-value entre un formateur interne et un formateur externe? Et puis une deuxième question sur la démarche. Alors la démarche, une fois construite, est-elle reproductible pour chaque personne recrutée? Voilà, est-ce qu'une fois qu'on a pensé la démarche, le référentiel, etc., est-ce que du coup on va pouvoir déployer cette démarche? Voilà. Alors ça fait peut-être beaucoup de questions, Sandra. Je ne sais pas si on pourra répondre à toutes dans la suite de votre exposé, mais en tout cas, je propose que pour l'instant on poursuive et que du coup donc on ait ce temps là où vous puissiez nous présenter donc
en ce qui concerne les demandeurs d'emploi, plus particulièrement et l'expérimentation que vous avez pu mener, voilà, comment cette action peut se déployer à destination des demandeurs d'emploi? Est-ce que c'est une formation, enfin une modalité de formation qui peut être intéressante à mobiliser pour ces personnes? Peut-être y a-t-il quelques conditions également à respecter? Alors, c'est dommage parce que moi j'ai très envie de répondre aux autres questions. Ah bah allez-y, répondez Sandra, répondez déjà à ça sur les demandeurs d'emploi parce que c'est quand même l'objet. Alors évidemment que ça marche pour les demandeurs d'emploi. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas du moment qu'on respecte les conditions que je viens d'énoncer. C'est-à-dire est-ce qu'il est volontaire, est-ce qu'on est capable de cibler une compétence, etc. etc. Là où ça change, c'est bien sûr sur le rôle de l'accompagnement et puis la grande difficulté qu'on pourrait avoir avec les demandeurs d'emploi. C'est quelque chose que je n'ai pas dit encore, mais c'est que pour moi, la FES, ça ne marche pas ou ça ne marche pas bien quand on est dans une découverte complète d'un métier. Vous voyez, l'idéal de la FES, c'est de développer des compétences de manière ciblée. C'est-à-dire de dire, je suis au niveau 1, j'ai envie d'aller au niveau 2. Je suis au niveau 2, j'ai envie d'aller au niveau 3. Ça, c'est absolument l'idéal pour faire de la FES. C'est-à-dire qu'on va pousser des compétences. Si on est à un moment où il faut tout expliquer, tout comprendre, des gestes de base, parce qu'on n'a aucune expérience de ce métier-là, surtout ne faites pas d'AFEST. Parce que là, vous avez besoin de montrer, vous avez besoin d'expliquer, vous avez besoin de laisser les gens prendre le temps de comprendre c'est quoi ce métier, pourquoi on le fait, c'est qui les clients, comment ça se passe. Enfin, on ne va pas balancer quelqu'un en observation alors qu'il ne sait même pas ce qu'il faut faire au départ. Donc, si vous avez des demandeurs d'emploi qui sont dans des situations de découverte complète d'un métier ou d'un secteur, il y a des tas de dispositifs de Pôle emploi qui fonctionnent très très bien et qui permettent justement que ce soit des périodes, enfin bon, vous connaissez ça mieux que moi. Du coup, alors Sandra, je vous interromps, mais alors à quel moment ou comment mobiliser la FES par rapport au parcours? Alors, donc, premier temps, c'est pour ça que je dis, dans un premier temps, respectons le fait que les gens ont d'abord besoin de comprendre ce que c'est que ce nouveau métier ou cette nouvelle orientation. Une fois qu'ils ont commencé à agir, à être dans l'activité, à bosser, là, la FES peut être extrêmement utile parce que justement, au lieu de leur dire, bon, il faut tout apprendre d'un coup, on va dire, tiens, sur ce geste-là, et quand je dis geste, ce n'est pas au sens restrictif, c'est vraiment cette compétence-là dans cette activité-là, là, ça vaut le coup de t'accompagner parce que là-dessus, tu n'es pas encore bon ou il faut que on cible cette compétence-là parce qu'elle va avoir du sens et elle va permettre d'entraîner les autres. Donc là, on va pouvoir cibler une compétence. Mais vous comprenez bien qu'on ne va pas cibler une compétence si on n'a pas déjà le socle de connaissances minimum d'une culture et d'un métier. Une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, la FES, ça marche très très bien parce qu'on est vraiment de manière très concrète en train d'aider pas à pas, étape par étape, compétence par compétence, quelqu'un à acquérir le comment faire, comment s'y prendre sur quelque chose qui est pris dans sa situation réelle, donc qui n'est pas théorique. On n'est pas en train de faire un cours sur comment il faut dresser une table. On est en train de l'aider à prendre conscience que quand il dresse sa table comme ça va plus vite que quand il faisait autrement. Voilà. Donc, la FES marche extrêmement bien dans ce cadre-là, du moment qu'on respecte, encore une fois, les conditions. Alors, après ça, évidemment, la question du fait que le demandeur d'emploi n'est pas collaborateur encore de l'entreprise. Il est dans un statut, il est dans une position, la question du recrutement, elle est souvent comme un point d'interrogation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête en disant là-dessus, on n'est pas dans le contexte classique du salarié qui va développer des compétences et puis qui de toute façon restera salarié. Donc, la partie que j'ai appelée évaluative, c'est plus dur de la mettre de côté parce que là aussi, c'est écrit nulle part, mais quand je suis demandeur d'emploi et que je développe une compétence, et si je sais qu'à la clé de tout ça, il y a le fait que je sois ou pas recruté, vous voyez bien que le contexte psychologique n'est pas le même. Donc, voilà, il faut être attentif à ça. Il faut bien se dire que plus on essaye de séparer cette dimension évaluative de cette dimension pédagogique, mieux ça marche. Mais soyons lucides, c'est plus difficile dans le cadre d'un demandeur d'emploi qui espère, au travers de ces dispositifs, être recruté. Alors, du coup,
Oui, bah, du coup, voilà, c'est ce que j'allais vous proposer. Du coup, on peut peut-être essayer de répondre aux questions qui ont été posées. Donc, bah, notamment, donc, il y avait la question de l'accompagnateur pédagogique, interne, externe, Oui, alors ça, je vais y revenir. Je voulais d'abord peut-être revenir sur les étapes, parce que je pense que les étapes. au-delà des conditions, peut-être que ça aiderait que je vous raconte un peu de manière un peu concrète comment ça peut se passer une AFEST. Hein. Cela dit, comme on aura le témoignage de Colibri, vous aurez une fantastique illustration très concrète qui s'est vraiment déroulée. Mais disons que de manière un peu générale, les étapes, d'abord et avant tout, il n'y a pas d'AFEST si tout le monde n'a pas compris ce que c'est que la FEST dans l'entreprise. Ça va évidemment du hiérarchique, voire du N+2 du patron de la PME, etc. Et y compris des collègues et évidemment de l'apprenant. Surtout, ne vous lancez pas dans de la FEST sans que tout le monde ait compris de quoi il s'agit, parce qu'il va quand même y avoir des moments où il va y avoir observation d'un collègue en situation de travail. Si les autres n'ont pas compris ce que vient faire l'accompagnement pédagogique, ça peut vraiment créer des situations un peu tordues. Donc là-dessus, il faut être très très clair. Et systématiquement, il y a un temps de communication, d'explication, voire de vendre la FEST. Et ça, on a besoin aujourd'hui en France de gens qui fassent ce travail-là. Moi, je les appelle des relais à FEST, on les appelle des ambassadeurs, on les appelle des pilotes. Enfin, il y a tout un vocabulaire autour de ça. Ce n'est pas les accompagnateurs pédagogiques, mais c'est ceux qui vont porter le projet de la FEST, du développement de la FEST, premièrement. Ensuite, une fois qu'on sait qu'on a un apprenant et un hiérarchique qui a envie de développer des compétences, se pose toujours la question de qui va être l'accompagnateur pédagogique. Et croyez-moi, ce n'est pas la question la plus simple. Moi, je prône, je pense que ce serait fantastique qu'on ait dans la plupart des cas des accompagnateurs pédagogiques internes à l'entreprise. Pourquoi? Parce que je pense que du coup, on développe aussi une culture pédagogique au sein de l'entreprise et que quand vous partez, c'était une des questions qui était posée, la démarche, elle est acquise. Évidemment, il faut que cet accompagnateur pédagogique il soit suffisamment crédible professionnellement pour faire de la FEST. S'il ne connaît rien à ce qu'il observe, il ne pourra pas faire de l'accompagnement pédagogique. Donc, si on passe d'un métier à l'autre, il faudra reformer un autre AP. Mais vous voyez bien que après ça, c'est acquis. Enfin, le fait de dire ah ben oui, ça va plus vite de faire que les gens apprennent comme ça plutôt que dans l'imitation, c'est quelque chose qui va vraiment faire bouger l'entreprise. Et ça, moi, je le constate partout où la FEST se développe. Donc, une fois qu'on a ces trois personnages, j'ai envie de dire, l'apprenant, le hiérarchique et L'accompagnateur pédagogique, là, ça peut démarrer. C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord pour dire c'est cette compétence-là qui est la plus urgente ou la plus importante. On l'écrit, on dit voilà, c'est ça qu'on veut développer. Tu es au niveau 2, on veut que tu passes au niveau 3. Tu es d'accord, toi aussi, tu as envie de passer au niveau 3. Il se trouve que l'activité couler du béton, justement, tu vas couler du béton demain, lundi matin à 9h. Bon, ok, l'accompagnateur pédagogique sera là lundi à 9h. Il va observer l'activité, il ne va pas faire de commentaires et il va, au bout d'un temps qui en gros peut durer suivant l'activité de un quart d'heure à une demi-heure à 1 heure, mais c'est long d'observer 1 heure, donc c'est un maximum, il va prendre l'apprenant à part dans un endroit où personne ne l'écoute, où il n'y a pas voilà, et confidentiellement, sans jamais sortir de cette confidentialité, il va demander à l'apprenant de lui raconter ce qu'il vient de faire. Comment tu t'y es pris? Comment tu as fait pour couler le béton? Qu'est-ce que tu as fait attention à quoi? Tu as regardé quoi? Voilà, il va le faire parler et il va essayer de l'amener à comprendre qu'il a fait comme ça, qu'il aurait pu faire autrement, ou qu'il a fait comme ça. Et parce qu'il a fait comme ça, ça a mieux marché que quand il le faisait avant, etc. Ça ne dure pas très longtemps. Un débrief, ça dure entre 10 minutes et 20 minutes maximum. Et il dit, bon, ok, écoute, c'est bien, donc tu vois, tu as pris conscience de ça, ça et ça. Je reviens jeudi, puisque tu vas recouler du béton jeudi, et on va refaire la même chose. Vous voyez au passage que ça veut dire que le N+1 s'est débrouillé pour que, effectivement, lundi et jeudi, l'apprenant coule du béton. Donc, on a absolument besoin que le hiérarchique joue le jeu. Et ne se disent pas tout d'un coup, ah ben non, tiens, je vais plutôt mettre Robert que l'apprenant, ou tiens, je vais changer mon organisme. Parce que là, il y a un enjeu d'apprentissage. Il va revenir jeudi, il va faire la même chose, et puis il va peut-être revenir une troisième fois, peut-être une quatrième. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'en gros, ça tourne autour de 4 à 5 observations débriefs, suivant évidemment la compétence, ça peut être un peu plus long, mais c'est rare. Et à un moment, et l'apprenant et l'accompagnateur pédagogique vont dire, bon, c'est bon, couler du béton, ça va, j'ai compris, tu as vu, je l'ai fait parfaitement, j'ai plus rien à te dire d'extraordinaire. Je demande que mon hiérarchique vienne évaluer le fait que j'ai acquis la compétence couler du béton au niveau 3. Et là, le hiérarchique va venir constater, en situation réelle à nouveau,
le lundi suivant ou je ne sais pas quand, que effectivement l'apprenant coule du béton au niveau 3. Bon, vous m'excuserez pour les exemples, hein, bon, c'est juste pour… voilà. Ça permet d'illustrer, c'est très bien. On a une séquence d'AFEST. Hein, on a eu une séquence et sans doute qu'il y en aura une autre qui sera sur, je ne sais pas quoi, mettre des réserves sur le béton. Enfin voilà, donc on va progresser comme ça dans la maîtrise du métier petit à petit et compétence par compétence. Peut-être que cet apprenant-là, on s'arrêtera là parce que c'est tout ce sur quoi il voulait progresser. Peut-être qu'un autre, il y aura 3, 4, 5 compétences à la queue leu qu'on va travailler sur donc, une période plus longue. Mais en soi, le développement d'une compétence, si on ne la prend pas énorme, et bien justement, ça va assez vite. Voilà. Et puis, la personne qui a piloté tout ça, qui a évidemment, vous avez vu au passage, je ne l'ai pas dit, qu'il a fallu former l'accompagnateur pédagogique interne. Et c'est essentiel dans la démarche, j'insiste lourdement parce que ce n'est pas du tout naturel pour la plupart des gens de faire de la formation comme ça. Alors Sandra, justement, il y avait une question par rapport à ça. Il y avait comment choisir et comment former effectivement l'accompagnateur pédagogique. Alors vraiment, le cœur de l'affaire, c'est qu'on est en plein paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, il faut des gens qui aiment s'occuper d'apprendre, transmettre, enfin, tous ces mots-là qu'on entend, par exemple, autour du tutorat. Hein, donc, des formateurs, des tuteurs, des gens qui ont déjà une appétence pour ce type de relation. Mais là où c'est paradoxal, c'est que tout d'un coup, on va leur demander de changer complètement de posture, de plus être celui qui sait, qui montre, qui explique, qui corrige, voilà, hein, qui est la référence, voilà, mais d'être celui qui peut-être ne va pas dire un mot, et croyez-moi, c'est très frustrant quand on est formateur ou tuteur et qu'on a l'habitude justement d'intervenir et d'être celui qui explique et qui donne la bonne réponse, et voilà. Mais on va lui demander d'adopter une posture vraiment d'aide à la prise de conscience pour l'apprenant. Donc, il faut former à ça, parce que ce n'est pas naturel, et il faut faire prendre conscience à ce futur accompagnateur pédagogique qui peut être un hiérarchique d'un autre service, qui peut être un formateur, qui peut être dans certaines entreprises du bâtiment, on va utiliser ce qu'on appelle des maîtres bâtisseurs, vous voyez, des gens qui sont un peu référents, des référents, voilà. Donc, ça peut être des seniors, mais ce n'est pas parce qu'on est senior qu'on est forcément bon là-dessus, mais il y en a certains qui sont heureux de faire ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours trouvé, dans toutes les entreprises où je suis intervenue, petites, moyennes, grandes, on finit toujours par trouver. Et évidemment, il y a aussi des cas où il est tout à fait opportun de prendre quelqu'un de l'extérieur parce que simplement la structure est trop petite et que le hiérarchique est forcément là et qu'il n'y a pas d'autres personnes. Et dans ce cas-là, on va faire intervenir une OF qui connaît suffisamment le métier pour être dans ce rôle d'observation des briefs et qui lui-même, elle-même, a été formée au fait de ne pas être en position, encore une fois, de « c'est moi qui t'explique parce que je sais » et que voilà. Donc, il y a X possibilités, mais vraiment, j'insiste beaucoup, il faut former les AP, ce n'est pas spontané, surtout quand on a été tuteur, surtout quand on a été formateur, surtout qu'on a été soi-même référent, etc. Tout d'un coup, de changer de façon de s'y prendre pédagogiquement. Il y a beaucoup de questions, Sandra, donc voilà, je pense qu'on ne pourra pas tout prendre, mais voilà, il y en avait une qui revient, et puis je dis aux participants aussi que sur le bloc questions-réponses, vous avez la possibilité de voter pour les questions, ce qui va nous permettre de les sélectionner par rapport aussi à vos centres d'intérêt. En tout cas, moi, j'en ai deux en tête. La première, c'était est-ce que la FEST ne concerne que des activités manuelles ? Et la deuxième question, c'était, alors qui revient beaucoup sous différentes formes, c'était la FEST, comment combiner le présentiel, le distanciel? Alors, je pense que c'est vraiment très lié au contexte aussi. Très bonne question, vraiment. Alors non, ça n'est pas du tout uniquement lié au manuel. En revanche, c'est lié au fait de pouvoir observer. Voilà. Si on est sur quelque chose qui se passe complètement dans la tête des gens et que vous n'avez aucune opportunité de pouvoir aider les gens à ensuite prendre conscience de comment ils ont fait, là, ça devient compliqué. Mais tous les métiers, enfin, des tas de compétences qui sont relationnelles, mais vous voyez, il faut que vous puissiez observer une séquence. C'est ça, en fait, qui va limiter la FEST. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'expériences réussies que j'ai vues en FS sur, par exemple, des séquences de management, sur des briefs managériaux, sur voilà. Donc, sur le management de terrain, par exemple, on peut faire énormément de choses avec la FEST. Sur la relation client, on peut faire énormément de choses avec la FEST.
En revanche, si je prends quelque chose comme gérer des conflits avec des clients, je ne sais pas quoi, ou des incivilités, bon, bah, vous risquez de passer 4 heures ou 5 heures ou 8 heures à être là, à observer, puis il n'y a pas forcément la situation. Donc, vous voyez, il faut qu'il y ait la situation observable. Donc ça, c'est une limite de la FEST. Mais en dehors de cette limite-là, puisque le principe, c'est j'ai vu comment tu t'y prends et je t'écoute en parler. Donc, si j'ai pas vu, si on n'arrive pas à cerner le moment de l'activité compétence, on est dans d'autres choses. Ça, c'est la première chose. Par rapport à la deuxième question, c'est une question passionnante et je pense qu'il y a plein d'ingénieurs pédagogiques dans la salle et vraiment, mais régalez-vous parce que là, on en a pour des années d'expérimentation, de recherche, etc. L'idée un peu basique, c'est j'ai été dans une formation où j'ai compris, on m'a expliqué, je suis protégée, je suis en dehors du monde réel, j'ai pu m'exercer, j'ai pu, voilà, et tout ça avec une sécurité psychologique maximum, puisque c'est quand même le principe de la formation en salle ou du e-learning. Et puis, ben, une fois que j'ai fait tout ça, en attendant, je ne suis toujours pas dans la compétence, si on veut bien donner à la notion de compétence le fait qu'elle est en action, en activité, dans un contexte. Donc, la FEST, c'est un moyen fantastique de venir après des premiers temps de formation. Encore une fois, je le redis, avec des gens qui ont déjà un minimum de connaissances du métier de l'activité. Et voilà. Mais il y a aussi d'autres cas. Je vais vous prendre un exemple très concret que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. On était sur un métier bordure de trottoir. Donc, on travaillait pour essayer d'aider un compagnon à améliorer la manière dont il faisait les bordures de trottoir. Et dans le débrief, le compagnon, avec l'accompagnateur pédagogique, en fait, au bout d'un moment, a un peu lâché le morceau, si je puis dire, parce que justement, il y avait une relation de confiance, etc., etc. Et il lui a dit, mais en fait, j'arrive pas à lire un plan, je ne sais pas lire un plan. Et c'est pour ça que j'arrive pas, en fait, à agir. Dans ce cas-là, la FEST a déclenché une séquence de formation très traditionnelle, ça sert à rien de faire de la FEST sur lecture de plan, mais qui a permis vraiment de débloquer le développement d'une compétence. Et dans ce cas-là, on va avoir une séquence lecture de plan qui va venir suivre une AFEST, quitte à ce qu'il y ait à nouveau une AFEST derrière pour reprendre sur des sujets X, Y, Z. Donc, vous voyez, c'est aussi cette possibilité, si vous voulez, de faire émerger le pourquoi ça bloque pour certaines personnes ou le comment on peut aider à débloquer, sachant que dans ce contexte particulier, le compagnon n'avait jamais osé dire. Oser dire qu'il n'était pas du tout à l'aise avec la lecture de plan. Et je reviens sur cette condition qui est que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait réellement une confiance qui s'instaure entre l'accompagnateur pédagogique et l'apprenant. C'est pour ça que j'insiste tellement sur le fait qu'il n'est pas en posture évaluative. Et confidentialité, et ça, croyez-moi, ce n'est pas toujours facile, parce que dans beaucoup d'entreprises, vous allez avoir le hiérarchique qui dit à l'accompagnateur pédagogique, bon, alors raconte-moi, t'en penses quoi du petit là, ou du grand d'ailleurs, il est bon, il n'est pas bon, comment ça s'est passé? Et là, il faut que la paix soit capable de dire, je suis désolée, tu te souviens des règles du jeu, je ne te dis rien. Ça se passe entre moi et lui, tu viendras juste évaluer à la fin, mais voilà, c'est entre nous que ça se passe. Et voyez là aussi que ça veut dire qu'il faut quand même des rapports suffisamment distanciés entre l'AP, l'accompagnateur pédagogique, et le hiérarchique, parce que sinon c'est très difficile dans la vraie vie de dire ah ben non je dis rien, c'est mon chef mais je lui dis rien. Voilà, il faut pouvoir tenir cette place-là. Merci beaucoup Sandra. Il y a vraiment beaucoup de questions. Je crois qu'on est 127. Enfin, vous êtes 127 participants maintenant, donc effectivement les questions arrivent. Ce que je vous propose, c'est quand même de passer à notre troisième temps sur le retour d'expérience. On aura encore un temps donc où vous pourrez bien sûr intervenir et répondre aux questions des participants. En tout cas, c'est très clair pour nous. Donc merci. On va pouvoir continuer. Donc ce troisième temps, donc comme je vous le disais, nous avons donc la chance d'avoir avec nous donc une entreprise donc qui a mis en place une démarche d'AFEST ainsi que l'organisme de formation qui a pu l'accompagner. Je tenais à souligner deux éléments par rapport à ce retour d'expérience que nous allons avoir. Le premier, c'est que c'est une démarche qui a été donc financée par la région Bretagne dans le cadre des actions territoriales expérimentales
Et le deuxième élément qui est vraiment un facteur de réussite, et on n'a peut-être pas forcément beaucoup évoqué jusqu'à présent, c'est qu'il s'agissait d'une démarche partenariale dont le succès vraiment a résidé dans le travail collaboratif qu'ont pu mettre en place les différents acteurs, donc notamment Pôle emploi, Mission locale, la région, l'entreprise et puis l'organisme de formation. Alors, notre objectif avec ce retour d'expérience, c'est de pouvoir un petit peu illustrer effectivement les propos de Sandra avec une expérience de terrain. Et on avait envie d'axer un petit peu nos propos sur justement la différenciation des rôles entre donc le formateur et puis le côté plutôt accompagnateur pédagogique, tuteur, donc côté entreprise. Alors, je vois qu'on a donc nos deux intervenantes qui sont présentes. Donc, Ludivine Bourric, vous êtes la responsable des ressources humaines pour le groupe Colibri. Je vais vous demander donc d'allumer votre micro. Vous avez été à l'initiative de cette démarche donc pour votre groupe. Peut-être, je vais vous demander dans un premier temps de pouvoir nous présenter le groupe Colibri en quelques mots et puis nous rappeler donc l'origine du projet. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette démarche d'AFEST? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je représente le groupe Colibri, qui est un groupe familial, on va dire, d'hôtellerie-restauration. On possède une douzaine d'établissements, que ce soit des hôtels ou des restaurants, sur l'ensemble de la Bretagne, de Brest à Rennes, en passant par Lorient. Donc voilà pour le groupe. Aujourd'hui, cette douzaine d'établissements représente à peu près 120 collaborateurs. Alors 120 c'était il y a 2 semaines, puisque donc là nous sommes en train d'ouvrir un restaurant. Donc nous venons d'embaucher un peu plus de 20 personnes, 25 personnes à peu près pour ce restaurant. Et d'ici un mois, nous allons ouvrir un nouvel hôtel également. Donc ça représente encore une dizaine de personnes supplémentaires. Donc si j'évoque ces 2 ouvertures, c'est pas neutre, c'est parce qu'effectivement c'est de là qu'est né notre projet, avec un constat de la difficulté de recruter sur certains de nos métiers, de recruter ou alors de fidéliser des collaborateurs qui sur certains de nos métiers considèrent finalement ça comme un passage. Alors on n'est pas contre et effectivement, c'est des bonnes expériences. Ça permet d'attirer des profils un peu différents et larges, mais avec la difficulté aussi de devoir reformer à chaque fois du personnel. Donc, c'est vrai que c'est toujours bien de pouvoir trouver le juste équilibre en termes de turnover. Notre objectif n'est pas d'avoir un turnover à 0, mais aussi de pouvoir fidéliser un peu nos collaborateurs, surtout quand on initie une démarche avec eux. De ce constat et d'une discussion finalement avec la mission locale qu'on connaît bien et avec qui on travaille déjà pas mal, est venu le sujet de se dire, mais oui, mais c'est vrai qu'à l'inverse, il y a des personnes qui arrivent sur notre territoire, des personnes qui sont, des migrants qui arrivent et qui sont en situation de réfugiés et puis qui ne demandent qu'à travailler et parfois qui ont déjà des formations sur nos métiers, parfois non. Et voilà, c'est parti d'une discussion comme ça et on s'est dit, tiens, il faudrait peut-être voir pour mettre en place quelque chose, comment on pourrait mettre en place une formation. On a étudié un peu ce qui se faisait déjà sur le marché et à chaque fois on disait, ah oui, mais ça ne va pas correspondre à notre besoin, à nos métiers. Et puis on a avancé petit à petit avec la mission locale, avec Pôle emploi, avec la région. Et puis, de toutes ces discussions, nous nous sommes orientés vers l'AFEST qui semblait finalement correspondre à notre besoin. Donc, l'idée pour nous, c'était de former sur 3 métiers. Le métier de cuisinier, le métier de serveur et le métier de personnel d'étage, au masculin comme au féminin, pour les 3. Et du coup, avec des profils un petit peu particuliers. Voilà, nous, c'est vrai qu'on était vraiment, l'objectif, c'était de se focaliser sur une population de réfugiés qui sont des personnes qui arrivent sur notre territoire et qui pouvaient correspondre au profil qu'on recherchait, mais nécessitant une formation finalement sur nos métiers. Donc, on a recruté sur ces 3 métiers, on avait besoin on avait évalué notre capacité à former, ce n'était pas seulement notre besoin, mais aussi notre capacité à former, puisque donc
on l'a évoqué, on n'est pas là juste pour prendre les gens en stage et les mettre dans un coin. On est vraiment là pour les accompagner, pour avoir une réelle démarche de formation envers eux. Et donc, on avait évalué notre capacité à pouvoir les accueillir à 10 personnes. Voilà. D'accord, donc vous étiez bien sur 10 personnes en fait qui sont rentrées dans ce dispositif en même temps. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un petit peu le calendrier, les modalités? Bon, je crois que ça a été un petit peu particulier. C'était un peu épique pour vous dans cette période. C'était une année un petit peu effectivement particulière. Donc, l'ensemble des stagiaires, enfin des apprenants plutôt, ont intégré la formation le 17 février. Alors, pour revenir un tout petit peu en arrière, au préalable, nous, on avait pu faire toujours en lien avec la mission locale, avec Pôle emploi, avec l'IBEP, qui nous a accompagnés tout du long. Il y avait un certain nombre de jeunes et moins jeunes d'ailleurs, pas que des jeunes, qui avaient été informés de cette action qui allait être mise en œuvre. Et nous, on avait été faire une matinée, enfin une présentation de l'entreprise, de notre projet. Et puis, on avait rencontré l'ensemble des candidats à la formation en individuel ensuite dans le cadre de cette matinée. Une fois qu'on avait fait notre choix et qui était un choix mutuel parce que voilà, il fallait aussi que les personnes soient réellement motivées par les métiers qu'on pouvait proposer et puis ce qu'on imaginait pour eux. Donc effectivement, une rentrée en formation le 17 février à l'IBEP où il y avait où ils avaient les cours finalement ensemble de formation, que ce soit des cours de français, puisqu'on est sur une population réfugiée qui avait, avec des différents niveaux de maîtrise du français. On a aussi bien des personnes qui parlaient plutôt très bien déjà, et puis à l'inverse des personnes qui étaient moins avancées, on va dire. Donc ils avaient de la formation au vocabulaire, un vocabulaire qui a tout été travaillé en amont, encore une fois avec l'IBEP, sur les termes qu'on utilise au sein de notre entreprise, au sein de notre structure. Donc, il y a eu un gros travail fait par rapport à ça. Et puis, des formations un peu plus métiers aussi à l'IBEP. Donc, ça a commencé le 17 février. Et puis, comme pour tout le monde, mi-mars, ça s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Les stagiaires les apprenants, autant pour moi, devaient arriver pour des premières périodes de formation en entreprise sur le mois d'avril. Donc, autant dire que ça n'a pas été possible puisque l'ensemble de nos établissements, bien sûr, étaient fermés. On a été beaucoup en communication avec l'IBEP, du coup, sur cette période, dans l'échange, de voir comment les choses évoluaient. Nous, en plus, cette formation se faisait dans le cadre d'ouverture d'établissements qui, du coup, ont été décalés aussi, puisque nos établissements étaient censés ouvrir en juin. Et donc, voilà, la formation devait finir finalement au moment de ces ouvertures. Donc, voilà, on a tout recalé, mais c'est vrai qu'avec l'IBEP, depuis le début, on est vraiment beaucoup dans l'échange et on a fini par retrouver un calendrier. En tout cas, l'idée, c'est que vous avez quand même réussi à alterner donc sur l'ensemble du parcours. Voilà. Donc, je crois que le processus finalement vient de se terminer ou est en train de se terminer. Voilà, et vous avez réussi à alterner quand même effectivement donc des temps d'entreprise et des temps organismes de formation. Et effectivement, donc, on entendra Stéphanie tout à l'heure qui donnera un petit peu la vision organisme de formation. Oui, les personnes terminent leur stage dans une semaine là. Voilà. Du côté de l'entreprise, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu? Je crois qu'il y a eu vraiment une démarche qui a été très importante. Alors, je ne sais pas si je pose la question à vous, Ludivine, vous me répondrez, ou à Stéphanie, par rapport à la construction du référentiel de compétences, la manière dont il s'est mis en place. Oui, alors après, avec Stéphanie, on peut en parler ensemble. Ça a été vraiment une co-construction. J'en parlais quand je parlais du vocabulaire, mais c'est vrai aussi sur l'ensemble des domaines de compétences que les différentes personnes, les différents formateurs de l'IBEP sont venus dans nos établissements pour comprendre aussi notre manière de travailler, l'environnement aussi dans lequel allaient évoluer les apprenants. Et on a construit tout ça ensemble. On n'aurait pas su le faire tout seul. À l'inverse, l'IBEP n'aurait pas été finalement dans nos besoins s'il l'avait fait tout seul. Il y a eu des allers-retours finalement entre nous. Et c'est ça, c'est une des choses principales que je retiens de cette expérience, que ce soit sur la construction du référentiel de compétences, mais comme dans le choix et
la Oui, sollicitation de justement sur différents le… apprenants. Vraiment, c'était collégial en fait, et on s'est jamais senti seul dans cette démarche tout du long, que ce soit voilà, avec le centre de formation ou alors accompagné par la région, Pôle emploi ou la mission locale. Et Ludivine, sur les tuteurs, puisque c'est le sujet aussi qui nous intéresse, est-ce que vous pouvez nous dire qui étaient les tuteurs en entreprise, comment ils ont été choisis et puis voilà quel rôle ils ont pu avoir auprès des apprenants? Ils ont été choisis notamment en fonction de leurs compétences techniques, mais aussi de leur état d'esprit et du côté humain qu'ils peuvent avoir. Sandra l'évoquait tout à l'heure, ça peut être que des personnes qui sont déjà sensibles à ça et qui ont déjà cette volonté. On n'impose pas à quelqu'un d'être tuteur. Donc ça, c'est vraiment un préalable. Effectivement, ça n'était pas des managers, c'était vraiment des gens qui étaient là pour montrer, former, accompagner, faire faire et rassurer aussi. C'est quelque chose d'important puisque les personnes, des fois, sont dans le doute et on est là aussi pour les rassurer sur leurs compétences, sur ce qu'ils sont capables de faire et sur l'évolution qu'ils vont pouvoir avoir entre le moment où ils arrivent et puis le moment où ils repartent finalement dans l'entreprise. Et quel type de lien il y a eu entre le tuteur et le formateur? Est-ce qu'ils se voyaient régulièrement? Est-ce qu'ils assistaient ensemble à certains entretiens? Alors oui, c'est vrai que j'ai répondu pour excusez-moi. C'était plutôt les formateurs là que j'évoquais. Les tuteurs, effectivement, étaient les hiérarchiques. Après, nous, on reste quand même sur des petites équipes pour la plupart de nos établissements. Donc, ce qui permettait effectivement d'avoir un vrai lien entre le formateur et le tuteur et des retours finalement entre les deux assez simples, quoi. Ils n'étaient pas obligés de prendre rendez-vous pour échanger concernant les apprenants. C'est des gens voilà, qui travaillent ensemble tous les jours. Donc voilà, ça simplifiait un peu les choses. Du coup, une conclusion par rapport à la FEST dans votre entreprise, qu'est-ce que vous en tirez ou… Par rapport aux tuteurs et aux formateurs, ça a été très enrichissant aussi pour eux. Ça a permis de les valoriser, puisqu'effectivement, les formateurs, ce n'est pas forcément des managers et c'est pas forcément des gens qui ont l'habitude de former, puisque effectivement, c'est plutôt les tuteurs souvent qui sont dans cette démarche d'accompagnement quand on accueille des personnes en contrat d'apprentissage ou contrat pro. Donc, c'est vrai que c'est valorisant pour eux, ça permet de prendre du recul. On avait affaire à un public en plus particulier et du coup, ils ont trouvé ça très enrichissant de pouvoir être avec des personnes qui arrivent d'autres horizons et qui ont eu un parcours parfois compliqué, en tout cas bien différent de celui qu'ils peuvent vivre. Et il y a eu un côté enrichissant à titre personnel aussi pour eux dans ce cadre. Pour l'entreprise, plus généralement, pour nous, ça nous permet là d'intégrer dans les jours qui viennent définitivement dans le cadre de CDI des personnes qui ont été formées à nos techniques, entre guillemets, parce que entre ce qu'on apprend par exemple à l'école hôtelière et puis la manière dont nous on applique en entreprise, il y a forcément une différence. Donc ces personnes-là sont formées d'ores et déjà à nos méthodes, à notre état d'esprit aussi, à la manière dont on conçoit la relation client. Et puis c'est une satisfaction aussi pour nous de pouvoir accompagner des personnes dans leur parcours professionnel, comme on peut le faire. J'évoquais le fait qu'on accueille régulièrement des apprentis ou des contrats pro. Là, on rentre dans une démarche particulière et c'est toujours valorisant en tant qu'entreprise, en tant que personne, d'accompagner les gens dans leur parcours professionnel et de les faire évoluer en ce sens. Merci beaucoup Ludivine pour ce témoignage. On reviendra peut-être vers vous s'il y a des questions. Merci en tout cas. Je vais passer maintenant la parole donc à Stéphanie Fradet. Bonjour Stéphanie, vous êtes responsable vous des formations innovantes à l'IBEP. Donc vous avez suivi et accompagné cette démarche depuis le démarrage. Alors je vais vous poser un peu la même question. Pourquoi avoir proposé une démarche d'AFEST plutôt qu'une autre modalité ? Alors c'est complètement en réponse à ce que vient de dire Ludivine, hein. C'est-à-dire que quand on a une entreprise qui est a priori engagée
Voilà, donc il y a eu des discussions, il y a eu des échanges aussi autour de comment faire. Hein. Quand on est une entreprise engagée, quand on a un public aussi qui a un niveau d'atteinte en fait et de maîtrise ou pas d'ailleurs du métier extrêmement différent, c'est entre des gens qui ont déjà exercé le métier dans un autre contexte, on va dire, des personnes qui ne l'ont pas ou peu exercé, et en fait dans un objectif de personnalisation, alors autant vers les apprenants que vers l'entreprise, puisque ce que dit Lidvine, c'est ça, c'est que nous, on s'est engagé aussi, alors avec la double compétence de nos collaboratrices, que je tiens, je suis désolée, à saluer ici, voilà, Marie-Pierre Ledoharé et Anne Molena, notre formatrice français langue étrangère a pris donc le langage, en fait. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'effectivement, il y a eu besoin à un moment donné d'avoir deux formatrices avec effectivement des volets d'intervention qui étaient différents, complémentaires. Tout à fait. Et donc Marie-Pierre, avec son expérience, alors sa double expérience que je tiens aussi dans le profil très important, donc de professionnel de l'hôtellerie-restauration, pour l'avoir vécu au cœur, et d'accompagnement de demandeurs d'emploi et de public, on va dire avec des freins à l'emploi. Je ne vais pas aller plus loin, mais c'est une réalité. On avait cette double compétence et avec cette connaissance et du public donc et du secteur. Donc, ce qui nous a permis en fait, en dialogue avec Colibri, sur les 3 métiers, en fait, de cibler en fait les compétences phares qui étaient adaptées à leur contexte de travail, puisque par rapport à la planification et au temps alloué, il n'était pas question, par exemple, de mener un titre entier ou un CAP entier ou un BP entier en fait des référentiels hôtellerie-restauration. Il y avait des compétences ciblées pour accélérer en fait l'insertion en emploi durable, parce que c'est toujours pareil, de ces types de publics. Et pourquoi la FEST? Puisque malgré la phase d'analyse réflexive un tout petit peu plus complexe avec un public avec une maîtrise moindre de la langue française, par contre, le côté observation et échange mettait complètement au cœur en fait de notre démarche conjointe les apprenants. Et donc, en fait, c'est dans cette dynamique globale, en fait, c'est-à-dire les besoins de Colibri et son investissement, nous, nos compétences, tant qu'organisme de formation qualifiante ou d'accompagnement, qu'on a choisi ensemble cette solution aussi, puisqu'elle était la plus adaptée aux besoins de l'entreprise et aussi au public. Donc voilà un petit peu le résumé de la démarche résumée, vraiment. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous parler de la manière dont vous avez co-construit le référentiel de compétences? Voilà. Alors concrètement, vraiment, comment ça s'est passé? De façon très concrète, donc Marie-Pierre a rencontré en fait les équipes de Colibri. Voilà. Donc nous, en tant qu'organisme de formation, on a amené en fait des exemples de référentiels en fait existants sur les métiers. Voilà. Donc le type de compétences identifiées et avec donc les personnes, les salariés de Colibri, cocher, décocher en fait ce qu'il fallait pas. Eux dans leurs besoins, nous dans le conseil, c'est-à-dire à un moment de dire attention, si vous voulez quand même cette compétence-là, il y a quand même des petits prérequis avant et il faut quand même qu'on puisse aborder les choses. Et donc ça a été un aller-retour selon les métiers entre les équipes de Colibri et nous. De manière à cibler vraiment les compétences précises sur lesquelles vous vouliez qu'il y ait des AFEST qui soient mis en place. Déjà, l'ensemble des compétences à traiter ensemble entre le centre et Colibri et les périodes de stage et les périodes d'AFEST. Et dans ces compétences, recibler celles pour laquelle l'AFEST était adaptée, ou probante, ou pertinente, ou plus révélatrice. Et du coup, est-ce que vous avez une estimation par rapport au parcours global, puisque du coup, l'action en situation de travail, c'était un volet de ce parcours global. Ça représente combien de temps dans ce parcours? Alors, là, vu que c'est en train de se terminer, puisque donc voilà, ils sont en stage, là, ils sont en vrai stage, on va dire, dans l'entreprise, je ne pourrais pas faire une évaluation précise, puisqu'en plus, avec les alternances Covid, changement de planning, etc. Donc, il faudrait que je reprenne mes tableurs en fait. D'accord, c'est ce que nous disait Sandra aussi, c'est qu'effectivement après tout est contextualisé et puis on prend en compte les aléas pour pouvoir Par contre, s'organiser. À la louche, juste à la louche, donc voilà, je dirais sur 20%. Parce qu'il y avait une formation aussi en langue. Donc voilà. Oui, bien sûr, c'est en prenant en compte effectivement l'ensemble de ces paramètres. D'accord.
Est-ce que vous diriez qu'il y a du coup un profil du formateur à FEST? Alors, je vais peut-être vexer des gens. Non, 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 mais non, c'est que nous, je dirais qu'il y a un profil d'équipe à FEST. Voilà. Par contre, chez nous, en effet, les multi-compétences en fait, de nos formateurs, en fait, tant du côté français langue étrangère que du côté métier, ont fait qu'ils ont pu aborder et dialoguer aussi avec les tuteurs slash formateurs en entreprise de façon constructive, dans l'échange, dans la bienveillance aussi par rapport aux apprenants et la confiance aussi. C'est-à-dire que c'est pas que du technique, comme disait Ludivine, hein, mais il y a une sensibilité. De notre côté aussi, il n'y a pas que du technique, il n'y a pas que de l'apprentissage de la langue, il y a toute la confiance en fait qui va entourer les choses et de pouvoir en fait adapter de façon extrêmement personnalisée les situations d'apprentissage classique, on va dire, et d'AFEST au profil de chacun. Donc, ça dessine en creux en fait le profil du formateur. C'est quelqu'un qui est bien sûr expert dans un domaine, le domaine des métiers ciblés en tout cas, qui est capable d'un dialogue très spécifique et très personnalisé, autant vers l'entreprise que vers les apprenants. Donc, c'est quelqu'un qui rassemble en fait quand même des compétences, de la formation de façon générale, mais voilà, un profil complet. D'accord. Peut-être en conclusion, qu'est-ce que vous avez tiré de cette expérience? Quelle est la plus-value? Peut-être qu'on peut aussi parler des apprenants. Pour les apprenants, quelle est la plus-value selon vous? Et quelle est la plus-value également pour l'organisme de formation? Quelles sont vos conclusions par rapport à cette démarche? Alors, la plus-value pour l'organisme de formation, donc nous, c'est vrai que c'est une modalité, on avait à cœur de l'expérimenter aussi, puisqu'on savait que pour certains métiers, pour certains publics, c'est quelque chose qu'on présumait, en lisant aussi de la bibliographie, qu'on présumait vraiment potentiellement positif. Pour nous, c'est dans nos pratiques aussi, puisque, comme l'a très bien décrit Sandra, la relation, en fait, migre un petit peu entre l'organisme de formation et l'entreprise. Les rôles, en fait, sont plus complètement comme avant, je vais dire ça de façon plus générale. Donc, nous, dans nos pratiques, ça nous fait vraiment avancer. Ça remet en lumière aussi, je trouve, l'expertise de nos formateurs. Voilà, c'est eux qui font les organismes de formation, hein, mais ça les remet en lumière. Et pour les apprenants, c'est cette sensation aussi d'accompagnement à la maîtrise dans la bienveillance aussi, mais réelle. Comme Madame Anlard le disait, il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Je t'observe, on remet les choses. Voilà, c'est quand même différent. Après, là, ce qu'on a remarqué, c'est vu que l'entreprise, là, plutôt, était extrêmement investie, voilà, c'est-à-dire que même à l'IBEP, les apprenants avaient le matériel de Colibri, je veux dire, la tenue, les cartes, etc. Donc, ça permet en fait une accélération des apprentissages aussi. Alors, j'ai une question complémentaire là qui est posée par l'un des participants. Est-ce que cette expérimentation aura débouché sur la validation d'un titre ou d'un diplôme? Pas dans ce cadre-là. Pas dans ce cadre-là. C'est-à-dire que nous, en tant qu'organisme de formation, on a créé le référentiel avec Colibri, donc le référentiel Colibri, entre guillemets. On a calé, bien sûr, les compétences visées sur des titres et des existants, c'est-à-dire que si la personne veut, après, plus tard, passer en fait un titre, elle aura déjà des possibilités de validation, mais pas là, pas dans ce cas-là. D'accord. Alors, je crois que il y a une personne qui demande s'il y a eu de nombreuses embauches. Est-ce que tout le monde a pu être embauché suite à cette expérimentation? Je crois que c'est encore en cours, donc les choses ne sont pas complètement finalisées pour vous. Donc, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question pour l'instant. Oui, je peux malgré tout répondre parce qu'on arrive sur la fin. On est à une semaine de la fin et effectivement, on commence à avoir une vision claire des choses. Donc, sur les 10 apprenants, donc il y a eu toute la période d'AFEST. Là, actuellement, ils sont dans une période de stage
qui est différente des périodes d'AFEST. Donc, il y a 2 personnes qui ne font pas la période de stage parce que donc une personne est partie rejoindre sa femme à l'autre bout de la France qu'il n'avait pas vue depuis 4 ans, donc ils vont s'installer dans une autre région. Donc voilà, il n'y avait pas de pertinence à ce qu'il continue. Et une autre personne qui n'était pas sûre de son projet, c'est quelqu'un de très jeune et qui voilà, a préféré arrêter. Donc, ce qui laisse donc 8 personnes là, en stage actuellement. Sur les 8, il y en a 6 pour lesquelles on est sûr qu'on va les embaucher. Et puis, il y en a 2 pour lesquelles voilà, la période de stage allait s'avérer intéressante pour les évaluer dans le contexte réel et pouvoir se prononcer du coup la semaine prochaine sur notre volonté ou pas de pouvoir les intégrer avec nous et inversement, encore une fois, aussi. Une belle réussite, donc merci beaucoup Ludivine, merci Stéphanie. Je vais peut-être laisser Sandra réagir. Vous avez peut-être soit des commentaires ou éventuellement une question à poser. Je vous laisse peut-être 5 minutes de voilà. Non, le commentaire c'est bravo quoi. Enfin, ça fait vraiment très plaisir d'entendre des expériences comme ça. Et voilà, je voulais souligner aussi à quel point on a besoin d'expérimenter. À chaque fois, dans chaque cas, il y a des particularités, il y a des choses différentes. On découvre qu'on n'a pas le bon référentiel, qu'il faut donc voilà. Enfin, tout ça, on en a absolument besoin et on a besoin que ce soit partagé au niveau. Alors moi, au niveau de la France, alors peut-être déjà de la région, d'où je trouve aussi l'intérêt de cette webconférence parce que c'est aussi des occasions de pouvoir discuter en disant aussi quelles ont été les difficultés, quels ont été les points auxquels on ne s'attendait pas. On a besoin de ça en ce moment. En ce moment, il faut vraiment expérimenter, créer une communauté autour de la FEST, partager sur les difficultés qu'on peut avoir, sur les points positifs aussi, essayer de voir pourquoi ça marche bien ou pas. Et je voudrais aussi lancer peut-être un appel au peuple, je ne sais pas très bien à qui d'ailleurs, mais bon, on a besoin d'évaluer les dispositifs d'AFEST. On a besoin peut-être, là, dans l'exemple de Colibri, de revenir dans 4 mois et de dire, OK, au bout de 4 mois, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui aurait été différent? On a aussi besoin de ce regard. En deuxième temps, je pense qu'on n'évalue pas assez en France nos dispositifs. On se contente d'évaluer les apprenants. Et encore, quand c'est bien fait, ce n'est pas toujours bon. Et là, on a besoin aussi, parce qu'on est à un moment où on crée finalement, tous les acteurs, hein, ce serait vraiment très riche de se dire, évaluons ce qui a été mis en place avec un minimum de recul, avec des acteurs neutres qui ne sont pas engagés dans les résultats et voilà, ayons une démarche évaluative par rapport à ce qui est en train de se vivre et de s'expérimenter ici et là. Alors Sandra, peut-être avant de rentrer dans les grandes conclusions de notre webconférence, parce qu'on n'en est pas tout à fait là, il y a encore le temps pour prendre quelques questions des participants. Alors, j'ai une question là. Si une entreprise veut mettre en place, alors je vais peut-être lire plusieurs questions, puis comme ça vous permettra, voilà, de peut-être les rassembler, y répondre de la manière dont vous le souhaitez. Si une entreprise veut mettre en place une AFEST, est-ce qu'elle doit être centre de formation d'un point de vue juridique ? Première question, faut-il, alors un peu dans le même état d'esprit, faut-il faire une contractualisation écrite avant de débuter la mise en situation? Alors, est-ce que la FEST peut être proposée à un salarié de l'entreprise ou uniquement à un demandeur d'emploi? Donc, ça nous permet de revenir sur, on va dire, les débuts peut-être de cette webconférence, mais ça vaut sans doute le coup de le repréciser. Et du coup, et un peu dans le même état d'esprit, si le tuteur n'a pas de rôle d'évaluateur, alors qui a ce rôle d'évaluateur? Très bien. Alors, peut-être le plus important, c'est évidemment que la FEST n'est pas fait que pour les demandeurs d'emploi. Ça a même été plutôt pensé pour les salariés. Donc, la question qui s'est posée, c'est plutôt ce qui marche pour les salariés. Est-ce qu'on peut ou pas l'étendre à des demandeurs d'emploi qui, justement, quelquefois, pourraient ne pas avoir une connaissance de l'entreprise, une connaissance de l'activité, ce qui fait que le contexte serait pédagogiquement différent et que peut-être qu'on ne pourrait pas faire d'AFEST. Donc, c'est un peu à ça qu'on a essayé de répondre dans le rapport qu'on a fait pour le Haut Commissariat. Donc là-dessus, bien sûr, les salariés sont plutôt la première cible de la FEST, puisque justement, eux, ils sont complètement dans le contexte. Et donc, voilà, il y a déjà tous les préalables, j'ai envie de dire, qui sont là.
Et on peut vraiment, à ce moment-là, cibler une compétence pour telle personne, une autre pour telle autre. Comme l'a très bien dit Stéphanie, je crois, je ne sais plus si c'est Stéphanie ou Ludivine, mais il y a cette dimension d'individualisation qui est très, très forte dans la FEST. On s'occupe de toi. On ne déroule pas un programme qui va être le même pour 12 personnes. On s'occupe de tes difficultés à toi, ce qui bloque pour toi dans ce contexte-là. Donc, c'est pour ça que ça marche si bien et si vite. C'est qu'on n'est pas en train de refaire toute l'histoire de l'hôtellerie ou de la restauration. On est vraiment en train d'accompagner les points de blocage, les leviers, voilà. Et ça, évidemment, pour un salarié, ça marche tout aussi bien que pour un demandeur d'emploi. Alors, si le tuteur, enfin l'accompagnateur pédagogique n'est pas celui qui évalue, mais il y a quelqu'un qui est payé pour ça, c'est le hiérarchique. Donc, le N+1 a un rôle clé dans cette histoire sur l'évaluation en amont et sur l'évaluation en aval. Ce que disaient Stéphanie et Ludivine, c'est que, OK, évaluer, mais sur quoi? C'est là où on a besoin de s'appuyer sur des compétences nommées pour pouvoir justement partir sur quelque chose de ciblé et pas ouais, il est bon, il n'est pas bon, faudrait qu'il se prenne en main, enfin bon, tout ce qu'on peut entendre dans la vraie vie des entreprises. Ce n'est pas ton jugement comme ça sur la personne. Ce qui nous intéresse, c'est quelle est la compétence qu'on souhaite développer pour cette personne et qu'elle ressent aussi elle-même comme un besoin de développement. Donc, la personne qui va jouer ce rôle d'évaluation en aval, ça va être l'évaluateur. C'est pas enfin, si vous voulez, l'apprenant, il va dire à un moment, bon, bah, c'est bon, je me sens capable d'être évalué maintenant par mon hiérarchique sur cette compétence. Je ne vais pas continuer à faire 18 fois observation, débrief, ça va, c'est bon. J'y suis. Si l'accompagnateur est d'accord avec lui, ce qui est le cas dans quasiment tous les cas, eh bien, dans ce cas-là, on appelle le N+1 et c'est à lui de faire l'évaluation finale. Donc là-dessus, les rôles sont assez clairs. C'est assez bon. Encore faut-il évidemment que ce ne soit pas le hiérarchique qui devienne l'accompagnateur pédagogique. Donc c'est là où quelquefois, dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué. Bon, voilà. Alors, contractualisation. Moi, je préconise quelques documents pour accompagner le déroulement d'une AFEST. Quand je dis quelques, ça veut dire dans mon esprit le minimum. J'ai toujours très peur que dans le monde de la formation, on refabrique, j'ai envie de dire, une bureaucratie administrative, voilà, avec des trucs à signer, des machins, bon, voilà. Je rêve d'un monde dans lequel on allégerait tout ça et dans lequel on pourrait voilà, limiter au maximum la partie, je dirais, administrative. Donc, en revanche, je trouve très riche qu'on puisse écrire noir sur blanc que monsieur Untel, apprenant, sera suivi par monsieur Untel, accompagnateur pédagogique, pour travailler sur la compétence X. Et que, en gros, ça se déroule entre telle date et en tout cas, ça commence à telle date. Et que, voilà. Je trouve que c'est bien que ce soit écrit, c'est une sorte de contrat et c'est signé par l'apprenant, le hiérarchique et l'accompagnateur pédagogique. C'est rien du tout. Bon, si ça fait peur et si on dit ah mais alors dans ce cas-là, il vaut mieux rien faire, mais je trouve que c'est bien d'avoir alors vous voyez le mot de contrat, il est un peu fort parce que c'est vraiment quelques lignes signées, mais moi j'aime bien faire ça. Je trouve que ça engage les acteurs et que c'est jamais perdu. Après ça, pour la fin, parce que c'était important là la question sur est-ce que derrière il y a un titre ou pas, ou il y aura un titre, ou est-ce que ça participe à un titre. Vous pensez bien que moi je rêve qu'effectivement la FEST puisse faire partie d'une démarche qui permette d'obtenir un titre. Et c'est ça un peu le sens. On est quand même dans l'esprit, j'ai envie de dire, qui est né avec la VAE. On est dans cet esprit de dire apprendre, c'est aussi l'expérience, c'est aussi ce qui se passe sur le terrain, et tout ça devrait être reconnu comme permettant d'acquérir des titres reconnus. Donc, c'est un peu ça la philosophie. Mais aujourd'hui, on n'y est pas. En revanche, moi, je trouve là aussi très important de remettre un tout petit papier qui dit à la fin d'une AFEST, l'apprenant machin a été évalué sur la compétence truc et nous considérons, nous, entreprises, que c'est acquis. Boum. Point. Ça n'a aucune valeur juridique, je vous le dis tout de suite. Mais ça permet d'acter quelque chose. Ça permet un minimum de reconnaissance que bah oui, il a joué le jeu, oui, cette compétence-là, il l'a développée, et voilà. Bon, donc moi, je suis très pour ça. Et au milieu, enfin, il n'y avait pas de question là-dessus, donc je m'arrête peut-être là.
sur les fameux documents. C'était certainement très intéressant. Puis vous avez vraiment beaucoup de choses à nous dire et à nous apprendre. Je vois l'heure qui tourne. Il y a encore beaucoup de questions. Il y en a deux qui me paraissent vraiment intéressantes à aborder, peut-être avant de conclure. En fait, plusieurs personnes posent un peu la question du profil des apprenants. De ce qu'on entend, on perçoit que la FEST, il n'y a pas besoin de prérequis nécessaires. Ça peut être adapté à tout type de personnes. Alors, voilà, dans les questions, il y avait des personnes en situation d'illettrisme, des salariés de l'IAE. Voilà, comment est-ce qu'on peut répondre à ces interrogations? Alors, je vais faire une réponse un peu à l'envers. Plus il peut y avoir de blocage sur la capacité d'expression de ce qui vient de se passer dans l'activité, parce que ce n'est pas évident de raconter ce que je viens de faire, meilleur doit être l'accompagnateur pédagogique. C'est facile d'accompagner un apprenant qui a l'habitude de parler de lui tout le temps, qui sait très bien s'analyser, qui est dans la réflexivité parce que culturellement, socialement, il a été habitué à ça. Pas besoin d'être un grand accompagnateur pédagogique pour faire ça. En revanche, effectivement, quand il y a une difficulté ou un manque d'aisance par rapport à l'expression orale et par rapport au fait de décrire ce que je viens de faire, effectivement, pour moi, c'est du côté de l'accompagnateur qu'il faut qu'il soit effectivement bon dans la manière dont il met en confiance, dont il pose des questions, dont il relance, dont il… Voilà. Il ne faut pas non plus que ça dure 3 heures. Le vrai sujet pour moi, c'est plutôt la maîtrise de la langue. C'est-à-dire que si l'accompagnateur et l'apprenant n'ont pas un minimum de partage de la langue, ça devient franchement difficile. Et dans ce cas-là, moi, je ne sais pas très bien comment faire parce que là, on est sur d'autres sujets. Mais… D'accord. Et juste par rapport du coup aux salariés de l'IAE, la question était peut-être aussi par rapport à la particularité de ces entreprises. Est-ce qu'il y a des démarches de la FEST? Enfin, là, moi, je viens de faire pendant 2 ans de la FEST avec des populations d'intérimaires ou dans le bâtiment au sens large, avec des gens qui parlaient pas forcément bien français, qui avaient pas forcément, qui pour certains venaient d'entreprises d'insertion, enfin, etc., etc. Il n'y a aucun problème du moment que l'accompagnateur maîtrise vraiment ce que c'est. En l'occurrence, un entretien d'explicitation, mais il peut y avoir d'autres techniques. Mais en tout cas, voilà, et c'est là où j'insiste. On ne devient pas accompagnateur pédagogique parce qu'on a été tuteur ou parce qu'on a été formateur. Et ce n'est pas en claquant dans les doigts. Je sais que ce message est un peu désagréable, mais j'insiste là-dessus, quoi. Et dernière question, la question du financement, bien sûr, qu'on n'a pas encore abordée. Est-ce que, voilà, comment faire pour financer des démarches d'AFEST? Est-ce qu'il y a des dispositifs? Est-ce que les OPCO, notamment, financent ce type de démarche? Alors là, j'ai peut-être botté en touche parce que je pense qu'il y a peut-être d'autres conférenciers beaucoup plus au courant que moi. Moi, de ce que j'ai vu, c'est effectivement les OPCO sont très, très présents et ils sont vraiment expérimentent, sont sur aide. En ce moment, j'accompagne par exemple la région PACA. Les OPCO sont à fond, hein, très clairement. Vraiment, ils regardent ça de très, très près. Et c'est certainement une partie du financement qui va être là, mais ça peut être aussi le conseil régional, mais ça peut être Pôle emploi, mais ça peut être… il peut y avoir plusieurs acteurs, et puis ça peut être l'entreprise elle-même. Bon, maintenant, je pense que tout ça est un peu en train de se mettre en place. Donc, je me tourne peut-être vers Stéphanie, peut-être qu'elle a des réponses plus précises que moi. Alors, non. non, pardon. Non, mais c'est vraiment en ce moment, comme vous le disiez, c'est vraiment de l'expérimentation. Et donc, c'est sur des choses très ponctuelles. Si le projet tient, et souvent pour que le projet tienne, il faut que ce soit impulsé, en fait, par une région, un conseil départemental, etc., ou par une entreprise. Après, de toute façon, la FEST aussi est testée et mise en œuvre dans le cadre des contrats d'alternance, des contrats d'apprentissage. Oui, aussi. Donc là, c'est autre chose. Et puis, il y a quand même le PIC avec tous les programmes régionaux du PIC, les pactes, enfin, etc., etc. Donc, il y a du financement. Mais c'est vrai que vous dire… Des choses sont en train de se mettre en place, effectivement. Des choses sont en train de se mettre en place. Et c'est vrai que notamment la région Bretagne avait financé une partie de la démarche d'AFEST, avait contribué effectivement, notamment en finançant des expérimentations. Donc il y a des choses effectivement qui vont sûrement déboucher aussi dans les mois ou années qui viennent.
Je vois qu'il est 15h29. Précision, bravo Sylvie. Ouais, vous voyez ça. Bravo. C'est très intéressant. Par contre, je pense qu'il faut qu'on se tienne aussi à notre horaire. Donc, je propose qu'on termine. C'est un peu frustrant. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais c'est vrai qu'il y a tellement de questions et le sujet est vraiment très, très intéressant. Donc, peut-être qu'on aura une suite sur ce sujet. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier. Donc, toutes les trois pour la qualité de cet échange et pour la préparation également en amont. Je voulais également remercier les collègues de la région Bretagne qui nous ont aidés à co-construire ce travail. Puis du côté des participants, j'espère qu'on a pu répondre à vos attentes. Vous recevrez prochainement un questionnaire d'évaluation qui nous permettra de savoir si on a répondu effectivement à vos attentes et puis peut-être nous permettre également d'orienter nos futures actions dans le cadre des prochains rendez-vous du pacte, donc qui sont bien sûr les actions inscrites dans le pacte régional d'investissement dans les compétences. Vous retrouverez la rediffusion de ce webinaire dans quelques jours dans la rubrique animation du Greffe Bretagne. Et puis juste pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, n'oubliez pas que vous avez notre Scoopit, donc Innovation et Tech, auquel vous pouvez vous abonner pour vous tenir informé de tout ce qui se passe sur innovation et formation. Donc toutes les informations sur le Scoopit, vous les retrouvez sur la rubrique Centre de ressources, donc sur le site du Greffe Bretagne. Peut-être juste un dernier mot de conclusion, Sandra, Stéphanie. Moi, merci de cette occasion de parler de la FEST. Et puis, je lis un commentaire qui me réjouit. Ça donne envie. Alors, si on a fait ça, alors là, on n'a pas perdu notre temps. Merci, Sandra. Ludivine ? Pas grand-chose à rajouter. Même constat que Sandra, contente d'avoir pu éclairer un peu sur la mise en œuvre et du coup, l'application terrain. Et nous, en tout cas, on était ravis de mener cette action. Merci beaucoup. Stéphanie ? Ce n'est que le début. Très bien, je vous remercie tous et puis donc à une prochaine fois. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.